Ce cours va traiter l'appareil respiratoire dans son ensemble. L'appareil respiratoire assure la respiration par l'intermédiaire d'échanges gazeux entre l'air atmosphérique et les poumons. Pour décrire ces généralités, nous allons commencer par décrire ce schéma général de l'appareil respiratoire et décrire des images que nous verrons plus tard dans ce cours. Regardons d'un peu plus près ce schéma. L'appareil respiratoire est constitué de voies aériennes supérieures dans la tête et dans le cou, constituées des cavités nasales, du pharynx, puis du larynx. Les voies aériennes inférieures se situent dans le cou et dans le thorax et sont constituées de la trachée avec ses ramifications qui vont se faire jusqu'aux alvéoles pulmonaires et des poumons. Mais l'appareil respiratoire comprend aussi une séreuse qu'on nomme la plèvre, représentée en pointillé sur ce schéma, et un ensemble de muscles respiratoires, dont le diaphragme est le principal, qui va agir comme un système de pompe, aspirant l'air dans la cavité thoracique. Alors, les poumons sont les organes de la respiration et de l'hématose. Ils jouent aussi un rôle d'épuration et de protection contre l'environnement. Il s'agit en effet d'une interface entre le milieu extérieur et la circulation sanguine. Nous verrons tout à l'heure que le poumon droit a 3 lobes, supérieur, moyen, inférieur, alors que le poumon gauche a 2 lobes, supérieur et inférieur. Nous voyons ici que la trachée va se diviser en ces 2 bronches principales, puis celles-ci vont continuer à se diviser pour aller alimenter chacun de ces 3 lobes à droite et 2 lobes à gauche. On aura donc une bronche lobaire supérieure, une bronche lobaire moyenne et une bronche lobaire inférieure. Les divisions vont ensuite se poursuivre pour délimiter ce qu'on appelle des segments, et il existe 10 segments chez l'homme dont le volume et la situation sont fixes et invariables. Vous voyez par exemple que le lobe supérieur, ici schématisé, est constitué des segments 1, 2, 3. Alors, ces bronches vont se diviser 19 fois avant d'arriver à l'unité physiologique que l'on appelle le lobule pulmonaire, ici représenté en pointillé. À ce niveau apparaissent les premières alvéoles, représentées par ces petites structures rondes, qui sont les sites d'échange gazeux entre l'air et la circulation sanguine. Alors, voici représenté sur ce schéma une bronche qui s'est divisée progressivement. Elle est accompagnée d'une branche de l'artère pulmonaire. On a remis ici ce schéma vous montrant le principe de la grande circulation et de la petite circulation ou circulation pulmonaire. Le sang désaturé en oxygène va dans l'artère pulmonaire, représentée ici en bleu, jusqu'au poumon, où vont se produire ces échanges gazeux et en particulier l'oxygénation du sang. Celui-ci va revenir dans la petite circulation par les veines pulmonaires dans l'atrium gauche avant d'être éjecté dans l'aorte thoracique qui constitue la grande circulation. Donc on a représenté ici une bronche accompagnée d'une branche de l'artère pulmonaire qui va véhiculer le sang veineux jusqu'aux alvéoles. Le sang oxygéné va ensuite repartir par un système de vénules puis des veines qui restent à la périphérie des lobules et dont la réunion en tronc et racine va aboutir à la formation des veines pulmonaires et donc revenir dans l'atrium gauche. Cet ensemble assure la respiration et l'hématose. Mais le poumon en tant qu'organe est aussi vascularisé par des artères bronchiques d'origine systémique, c'est-à-dire la grande circulation, et nous avons des branches naissantes de l'aorte thoracique qui vont aller vasculariser le poumon avec un retour qui peut se faire par voie veineuse ou par voie lymphatique. Ceci permet notamment d'éliminer les molécules situées dans l'interstitium et qui pourraient s'accumuler anormalement. Alors voici une radiographie de thorax normale montrant les 2 poumons que l'on voit en noir, car ils sont principalement constitués d'air. Entre les 2 poumons se trouve la silhouette du médiastin, avec des arcs que nous avons déjà décrits.
Sur un sujet vivant et sain, les deux feuillets de la plèvre, c'est-à-dire le feuillet viscéral et le feuillet pariétal, sont accolés l'un à l'autre, délimitant la cavité pleurale qui est quasi virtuelle et qui constitue un espace de glissement. Regardons maintenant un peu plus en détail cette dissection, où on reconnaît le médiastin avec le cœur. On voit d'ailleurs ici un très beau nerf phrénique. On reconnaît ici le poumon droit, le poumon gauche est un peu moins visible. Et vous voyez ici la cavité pleurale qui là est large car le thorax a été ouvert, entraînant une sorte de collapsus du poumon. Et on voit ici donc les cul-de-sac pleuraux que nous décrirons plus tard, le diaphragme sur lequel repose la masse cardiaque. Chez ce sujet, les côtes ont été sectionnées. Nous pouvons en voir ici quelques-unes. On reconnaît des muscles intercostaux qui constituent avec le diaphragme les muscles respiratoires et le volet costal ainsi que le sternum ont été rabattus vers le bas de manière à avoir cette vue de la cavité thoracique. Nous allons maintenant décrire les cavités nasales ou les fosses nasales et le pharynx, et nous utilisons pour cela cette coupe parasagittale de la tête et du cou, et je vais rajouter maintenant quelques photographies pour illustrer ces deux régions. Ces deux photographies sont tirées du cours sur les os du crâne, et nous avons ici une vue des cavités nasales obtenue par fibroscopie, et une vue supérieure du pharynx, avec des éléments du larynx que nous décrirons ensuite. Donc, les cavités nasales sont deux espaces creusés dans l'os maxillaire et remplis d'air, au-dessus et en arrière du nez, au milieu de la face, comme on peut le voir sur cette vue antérieure et sur cette vue postérieure. Cette vue ici consiste à regarder les fosses nasales par en arrière, avec notamment les choanes que l'on retrouve ici sur ce schéma. Les cavités nasales ont pour fonction de réchauffer et d'assainir l'air inhalé et jouent aussi un rôle dans l'olfaction. Chaque cavité nasale est ouverte vers l'extérieur par une narine et en arrière par les choanes. Les deux cavités nasales sont séparées par le septum nasal que l'on voit ici. On ne voit pas le septum sur cette coupe qui est légèrement parasagittale. On imagine que la coupe passe par ce plan. Ici, il nous permet de voir donc sur un côté les deux choanes. Les cavités nasales présentent 4 parois. Une paroi latérale, c'est celle que l'on voit ici. Une paroi médiale, qui est donc le septum nasal. Un toit et un plancher. Sur les parois latérales, comme on peut le voir sur ces photographies et sur le schéma, s'insèrent 3 lames osseuses, que l'on nomme les cornets nasaux. Ces cornets nasaux augmentent la surface muqueuse en contact avec l'air et donc participent à la filtration et au réchauffement ainsi qu'à l'humidification de l'air. Sur le vivant, nous voyons que ces cornets sont recouverts d'une muqueuse de type respiratoire, ciliée et qui est très vascularisée. Sur cette paroi médiane, il existe parfois une tache vasculaire qui peut être à l'origine de segments, parfois abondants. De nombreuses artères vascularisent les cavités nasales, nous n'allons pas rentrer dans le détail, mais il faut se rappeler que toutes ces artères peuvent s'anastomoser dans cette région, qui est donc fragile et peut être à l'origine de segments répétitifs. C'est ce qu'on appelle la tache vasculaire médiane, et qui est donc située sur la paroi médiane. Les cavités nasales communiquent avec des cavités pneumatiques creusées dans les os voisins, notamment les sinus ethmoïdes, frontaux, sphénoïdaux en arrière et maxillaires sur les côtés, qui forment des caisses de résonance jouant un rôle phonatoire. Enfin, sur le toit des cavités nasales se trouvent les nerfs olfactifs qui vont capter les signaux chimiques des odeurs. Le pharynx est un conduit musculo-membraneux qui va de la base du crâne jusqu'à l'ésophage,
En C6, cet organe qui est ouvert en permanence joue un rôle majeur dans la déglutition, dans la respiration, la phonation et l'audition. Comme on le voit ici, matérialisé par ces deux flèches rouges et bleues, qui représentent respectivement le flux du trajet du bol alimentaire et de l'air inhalé, le pharynx est situé au carrefour aérodigestif entre les voies aériennes et les voies digestives, celles-ci allant de la cavité buccale à l'ésophage. Dans le pharynx s'ouvre la trompe d'Eustache qui fait communiquer le pharynx avec l'oreille moyenne au niveau de la caisse du tympan. Alors, le pharynx a la forme d'une demi-gouttière appliquée contre le rachis cervical, entre la base du crâne et le bord inférieur de C6. Comme nous l'avons dit, il est toujours béant et il existe en moyenne une longueur de 2 cm entre les parois antérieures et postérieures. Il fait 13 cm de long, 5 cm de large en position nasale et 4 cm de large en position orale. Il est un peu plus fin, 2 cm en position laryngée. On lui décrit 3 segments. D'une part, le nasopharynx, qui est situé en arrière des choanes. Il contient les trompes auditives, communication avec l'oreille moyenne, et les tonsilles pharyngiennes, organes lymphoïdes ou végétation, sur sa paroi supérieure. La paroi inférieure du nasopharynx est représentée par le voile du palais et l'uvule ou l'aluette. L'oropharynx est en arrière de l'isthme du gosier et est donc en continuité avec la cavité buccale, est limité en haut par le voile du palais et en bas par la base de la langue. Enfin, le laryngopharynx communique en avant avec l'orifice supérieur du larynx et en arrière avec l'ésophage. Nous avons sur ces images une vue supérieure du laryngopharynx. On peut imaginer qu'un fibroscope a été introduit dans la bouche pour regarder ici la vue supérieure du laryngopharynx. Ici, le cartilage épiglottique que nous allons décrire dans un instant. Nous le retrouvons ici. Ce cartilage épiglottique, vous voyez, en s'abaissant, va protéger le larynx. Il est ici et sur ces deux photos abaissé et vers le haut de ce côté, permettant d'entrevoir le larynx avec notamment les cordes vocales. En arrière du larynx, que je montre ici avec la flèche, eh bien, se trouve l'ésophage, qui serait donc ici. Sur ces trois photos, l'arrière est de ce côté et l'avant est de ce côté. Étant donné les nombreuses fonctions attribuées au pharynx, on comprend que son innervation est complexe. Nous citerons les principaux nerfs sensitivomoteurs, qui sont tous des branches issues des nerfs crâniens, 5e, 9e, 10e et 12e paire crânienne. Alors, pour finir sur le pharynx et les cavités nasales, voici une fibroscopie qui va explorer cette région. Elle est introduite par les cavités nasales, ce qui nous permet de voir les cornets. Nous allons donc pouvoir passer entre les cornets et le septum et arriver donc dans le pharynx que nous allons découvrir maintenant. Nous avons donc ici la base de la langue, le cartilage épiglottique qui, vous voyez, va fermer le larynx. Il y a un effort de déglutition et l'épiglotte va fermer le larynx, l'ésophage est ici en arrière. Vous voyez ici l'ouverture du larynx. Le larynx est un organe cartilagineux de l'appareil respiratoire situé au niveau de la gorge, comme on peut le voir sur cette vue de profil. Il est intermédiaire entre le pharynx au-dessus et la trachée qui lui fait suite. Cet organe abrite les cordes vocales
et joue un rôle majeur, d'une part dans la phonation, mais aussi dans la respiration et la déglutition. On voit qu'il est situé sous l'os hyoïde, ici qui n'en fait pas partie. On dit donc qu'il est dans la région infra-hyoïdienne, entre les vertèbres C4 et C6. Il est palpable notamment au niveau de la pomme d'Adam, qui est une partie du cartilage thyroïde. Alors, le larynx est un organe extrêmement complexe, constitué d'une part de cartilage de soutien. Il s'agit de l'os cricoïde, de l'os thyroïde et du cartilage épiglottique, de cartilage mobile jouant un rôle dans l'émission de la voix. Il s'agit des cartilages aryténoïdes, surmontés des cartilages corniculés. Le larynx est donc un organe mobile, animé par des muscles intrinsèques et extrinsèques, qui seront décrits plus tard, et d'une muqueuse respiratoire doublée d'une membrane élastique, dont certains épaississements vont former les cordes vocales. Nous allons décrire succinctement les différents cartilages du larynx sur cette vue latérale droite, qui reprend ce schéma de manière grossie, cette vue postérieure, puis dans un second temps nous décrirons une coupe frontale et une vue supérieure du larynx telle qu'on peut l'observer lorsque l'on effectue une fibroscopie, montrant notamment les cordes vocales, et vous voyez ici en dessous apparaître les anneaux trachéaux. Le cartilage cricoïde se projette en regard de C6. Il a une forme d'anneau avec un arc antérieur et une lame postérieure. Cette lame postérieure est environ 4 fois plus haute que l'arc antérieur. C'est le seul cartilage qui est complètement circulaire et qui est donc indispensable pour maintenir le larynx ouvert en permanence. Au-dessus de lui, le cartilage thyroïde est formé par 2 lames quadrilatères qui se réunissent en avant pour former la pomme d'Adam. Ces 2 lames forment l'une avec l'autre un angle ou angle rentrant, ouvert vers l'arrière, avec un angle d'environ 90 degrés chez l'homme et un peu plus large chez la femme d'environ 120 degrés. Ces lames se poursuivent en arrière par la grande corne et la petite corne de chaque côté. C'est donc la réunion de ces 2 lames en avant qui va former la proéminence laryngée ou pomme d'Adam que l'on peut palper chez l'homme et chez la femme et qui est en général plus marquée dans le sexe masculin. L'épiglotte a une forme de péliole qui ferme l'orifice supérieur du larynx pendant la déglutition, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Elle est recouverte d'une muqueuse pharyngée de type respiratoire. Son extrémité inférieure est rattachée à l'angle rentrant du cartilage thyroïde par un ligament qu'on nomme le ligament thyro-épiglottique. On voit que l'épiglotte remonte assez haut, en arrière de l'os hyoïde. C'est la raison pour laquelle on le voit dépasser ici sur cette vue latérale. Et l'épiglotte est reliée à l'os hyoïde par un ligament, le ligament hyo-épiglottique. La face postérieure de l'épiglotte est en rapport avec le vestibule du pharynx. On considère que le tiers supérieur est au-dessus de l'os hyoïde, donc supra-hyoïdien, et appartient à l'oropharynx. Les 2 tiers inférieurs sont en rapport avec l'espace hyo-thyro-épiglottique en avant, qui est lui-même occupé par la membrane thyro-hyoïdienne reliant ces 2 structures. Pour mémoire, rappelons que la membrane thyro-hyoïdienne est perforée latéralement par les nerfs et artères laryngées supérieures. Les 2 cartilages aryténoïdes sont extrêmement importants d'un point de vue fonctionnel car ils vont supporter les cordes vocales à l'origine d'émissions de sons. Il s'agit de pyramides triangulaires d'environ 1,5 cm de haut avec une base inférieure qui va s'articuler avec le cricoïde. Il s'agit d'une articulation trochoïde. La mobilité est complexe et est animée par les muscles intrinsèques et permet la mise en mouvement des cordes vocales
qui s'insère sur les cartilages aryténoïdes. Sur cette vue supérieure, on reconnaît ici le sommet des cartilages aryténoïdes, surmonté des cartilages corniculés, et nous avons donc la base de la pyramide un peu plus bas, d'où vont partir les cordes vocales, qui vont se terminer à la face postérieure du cartilage thyroïde. Donc la mobilité des cartilages aryténoïdes permet la mobilité et la mise en mouvement des cordes vocales. Ces cartilages présentent trois faces. Nous allons les décrire sur cette vue supérieure avec une coupe des cartilages aryténoïdes. Représenté ici en rond de manière schématique est le cartilage cricoïde sur lesquels les aryténoïdes vont être en mouvement. Ces cartilages présentent donc une face médiale, une face postérieure et une face antérolatérale qui présente une dépression que l'on nomme la fosse ou la fossette oblongue qui va donner insertion au ligament vestibulaire. La base présente trois angles, un angle antérieur qui se prolonge par le processus vocal où s'insère le ligament vocal élastique de la corde vocale. Le processus musculaire sur lequel vont donc s'insérer des muscles animant les cordes vocales. Enfin, un angle postéro-médial. Alors, si l'on s'intéresse maintenant à cette coupe frontale, donc on imagine à partir de ce schéma une coupe passant par le milieu du cartilage thyroïde qui va donc être sectionné au niveau de ses lames, en dessous le cartilage cricoïde, des muscles intrinsèques sont ici représentés et nous ne les décrirons pas dans ce cours, l'épiglotte, au-dessus du larynx, l'os-hyoïde. En dessous, le début de la trachée avec le premier anneau trachéaux. Le larynx est tapissé d'une muqueuse de type respiratoire qui est doublée par une membrane élastique que l'on peut donc voir sur cette coupe frontale représentée en vert. Cette membrane élastique a un rôle fonctionnel majeur car elle va présenter des épaississements formant successivement le ligament vocal et le ligament vestibulaire. Le ligament vocal s'insère sur le processus vocal du cartilage aryténoïde et se termine dans l'angle rentrant du cartilage thyroïde. Au-dessus de lui, le ligament vestibulaire, que l'on voit ici, s'insère sur la fossette oblongue et se poursuit vers le haut pour former ce qu'on appelle le pli ari-épiglottique, se poursuivant jusqu'à l'épiglotte. Ces deux replis sont ici visibles sur cette vue supérieure. Entre le pli ou les ligaments vestibulaires et les cordes vocales se trouve un petit espace que l'on nomme les ventricules de chaque côté, que on peut imaginer sur cette vue supérieure, montrée par la flèche, et que nous verrons un peu plus en détail sur la vidéo. La glotte est par définition l'espace situé entre les deux cordes vocales. On définit un étage susglottique en dessous et un étage susglottique au-dessus. Le larynx est innervé par des fibres motrices provenant du noyau ambigu et des fibres sensitives qui rejoignent la partie bulbaire du tractus solitaire. Le nerf laryngé supérieur est principalement sensitif. Il naît du ganglion supérieur du vague, en dedans de l'artère carotide interne, puis externe, et se divise en deux branches. L'une interne suit le pédicule laryngé supérieur, traverse la membrane thyroïdienne et innerve la muqueuse de la zone supra-épiglottique et de la partie supérieure du récessus piriforme. Récessus piriforme que l'on voit sur cette coupe en dedans des replis ari-épiglottiques, qui serait donc situé ici sur cette vue endoscopique. La deuxième branche du nerf laryngé supérieur est externe, elle longe la ligne oblique et elle va innerver le muscle cricothyroïdien et donnera la sensibilité de l'étage infraglottique. Enfin et surtout, le nerf
laryngé récurrent ou nerf récurrent qui naît du nerf vague à gauche sous l'arc aortique et à droite sous l'artère subclavière, est le nerf moteur pour tous les muscles du larynx, sauf le muscle cricothyroïdien, innervé par le nerf laryngé supérieur. Si l'on regarde maintenant cette vue postérieure du larynx, on va reconnaître le cartilage épiglottique, les cartilages corniculés qui surmontent les cartilages aryténoïdes. On peut imaginer les cordes vocales, le pli ou le ligament vestibulaire et entre les deux, le ventricule que l'on voit ici. De chaque côté, les sinus piriformes et on imagine en transparence ici le cartilage cricoïde. Il faut aussi imaginer sur cette vue postérieure la grande corne ou la corne supérieure du cartilage thyroïde qui est ici. Alors nous allons maintenant voir un film pris lors d'une fibroscopie réalisé alors que l'on demande au patient d'émettre un son. Ceci va nous permettre de voir le mouvement des cordes vocales. Vous reconnaissez ici le cartilage épiglottique, les deux cordes vocales. Vous voyez le mouvement des cartilages aryténoïdes montré par les flèches, le pli ary-épiglotique de chaque côté, le sinus piriforme. On reconnaît chaque ouverture de la glotte les cartilages de la trachée. Ici, les plis ou ligaments vestibulaires et entre les deux, entre les cordes vocales et le pli vestibulaire, les ventricules que l'on aperçoit très rapidement. On le voit mieux d'ailleurs de ce côté. Alors, pour terminer cette illustration du larynx et du pharynx, nous allons maintenant observer, à partir du même endroit, susglottique, un phénomène de déglutition. On reconnaît ici les cordes vocales et vous voyez en arrière du larynx l'entrée de l'ésophage qui va s'ouvrir au moment de la déglutition et qu'on peut d'ailleurs passer avec l'endoscope pour arriver maintenant ici à la partie supérieure de l'ésophage. On voit d'ailleurs qu'il existe un rétrécissement de l'ésophage à ce niveau qui correspond, comme nous l'avons décrit dans le cours sur l'appareil digestif, à un véritable sphincter supérieur. Nous allons donc maintenant voir le rôle majeur que joue l'épiglotte, mais aussi les cartilages aryténoïdes, dans la protection de la trachée pour éviter toute fausse route lors d'un effort de déglutition. Ce sujet va donc déglutir une substance blanchâtre ou jaunâtre qui va donc être protégée, comme vous le voyez ici, par l'épiglotte, partir sur les côtés dans les sinus piriformes avant de rejoindre l'ésophage. Vous voyez, le sujet déglutit à plusieurs reprises et on voit bien que rien ne pénètre dans la trachée. Tout part naturellement dans l'ésophage. La trachée. La trachée est un conduit fibrocartilagineux aérifère qui fait suite au larynx que nous venons de décrire. Il traverse la région du cou et du thorax. Sa longueur est en moyenne de 12 cm, avec à peu près 6 cm au-dessus et 6 cm en dessous de l'ouverture supérieure du thorax. Par définition, la trachée limite le médiastin antérieur et le médiastin postérieur. Elle constitue
avec le cœur, le médiastin moyen. C'est un organe qui est mobile avec la respiration. Il est renforcé par 15 à 20 anneaux trachéaux, qui sont des anneaux incomplets dans leur quart postérieur, qui est fermé par du muscle lisse. Alors, la trachée fait suite au larynx en regard de la vertèbre C6. Il est d'abord superficiel à son origine, environ 15 mm sous la peau. La direction globale de la trachée va être oblique vers le bas et l'arrière, si bien que cet organe va devenir de plus en plus profond. Comme nous l'avons décrit sur ces coupes, la trachée est en avant de l'ésophage et décalée légèrement sur la droite. La terminaison se fait en moyenne en regard de la vertèbre T5. Cette terminaison est ce qu'on appelle la carène. Nous la voyons ici sur cette endoscopie où l'on reconnaît des anneaux cartilagineux et la division ici en une bronche principale gauche et une bronche principale droite, représentée sur ce schéma. La division ici se nomme la carène. La bronche principale droite fait un angle de 25 degrés avec la verticale et la bronche principale gauche est asymétrique puisqu'elle fait un angle de 45 degrés, si bien qu'elle est un peu plus horizontale. Lorsque l'on fait une coupe qui passe par T5, on peut noter ces deux bronches principales avec la gauche un peu plus horizontale que la droite. On la représente donc de manière un peu plus allongée, comme vous pourrez d'ailleurs le noter sur les scanners. Il existe à ce niveau un angle qui fait environ 70 degrés. Alors, les anneaux trachéaux maintiennent la lumière béante et empêchent ainsi le collapsus de la trachée qui pourrait, comme vous l'imaginez, avoir des conséquences désastreuses. Lors d'infections chroniques répétées ou de certaines maladies génétiques, se produit une destruction de ces anneaux trachéaux, pouvant aboutir à une insuffisance respiratoire. On dit classiquement que toute inhalation de corps étranger, accidentelle, a plutôt tendance à venir se loger dans la bronche principale droite, du fait de sa direction un peu plus alignée avec la trachée que la bronche principale gauche. La trachée est donc palpable dans son segment cervical. À sa partie supérieure, elle est en rapport avec l'isthme thyroïdien, séparant les deux lobes de la thyroïde. Vous voyez que la thyroïde n'est pas en face du cartilage thyroïde appartenant au larynx. Cette glande est plus en rapport avec la partie supérieure de la trachée. Ce sont les extrémités supérieures de la thyroïde qui viennent sur les faces latérales du cartilage thyroïde. Dans certaines situations urgentes, ou lorsqu'il existe une obstruction des voies aériennes supérieures, on peut être amené à effectuer une trachéotomie, c'est-à-dire une ouverture de la trachée pour laisser passer l'air. Une des voies privilégiées est donc d'aborder les premiers anneaux trachéaux, qui sont les plus superficiels, de sectionner l'isthme thyroïdien sur la ligne médiane, afin d'ouvrir les premiers anneaux trachéaux et pour pouvoir laisser passer l'air. Nous allons décrire les rapports de la trachée, qui est donc un organe central du médiastin, sur la planche suivante. Néanmoins, on peut rappeler que la portion inférieure de la trachée est en arrière du manubrium sternal, en avant et à droite de l'ésophage, et de chaque côté de sa portion inférieure est bordée par deux gros vaisseaux, principalement l'arc aortique, dont on peut d'ailleurs parfois percevoir les battements au travers de la paroi trachéale lorsque l'on effectue une fibroscopie à ce niveau, et du côté droit, la crosse de la veine azygos qui vient se jeter dans la veine cave supérieure. Une coupe en T4 va donc montrer la trachée, l'ésophage en arrière, et de chaque côté, l'arc aortique et l'arc de la veine azygos. Sur cette dissection, on reconnaît la bifurcation trachéale, l'arc aortique. La crosse de la veine azygos n'est pas ici vraiment visible, on pourrait imaginer qu'elle serait par là. Mais en arrière, nous avons l'ésophage, et encore en arrière, comme on le voit sur cette coupe en T5, la horte thoracique descendante, qui croise en X très allongée la face postérieure de l'ésophage. Alors, reprenons brièvement quelques schémas fondamentaux, déjà vus dans d'autres cours, mais cette fois-ci pour expliquer les rapports de la trachée dans le thorax. Nous l'avons vu dans le cours sur l'appareil cardiovasculaire, la trachée va constituer avec le cœur
le médiastin moyen. La trachée va se diviser en une bronche principale gauche et droite, qui va pénétrer dans le hile pulmonaire, ici représenté avec le ligament pulmonaire constituant la ligne de réflexion, nous le verrons tout à l'heure, de la plèvre viscérale sur la plèvre pariétale. À l'intérieur de cette raquette, on trouve un élément artériel et un élément veineux. L'artère pulmonaire amenant au poumon le sang désaturé et les veines pulmonaires ramenant le sang oxygéné au cœur. Comme nous l'avons vu sur le précédent schéma, sur les faces latérales gauche de la trachée se trouve l'arc aortique qui se poursuit avec l'aorte thoracique descendante. Du côté droit, c'est la veine azygose qui vient former une crosse au-dessus du pédicule pulmonaire pour se jeter dans la veine cave supérieure. Nous la voyons ici en pointillé blanc. Rappelons le nerf vague qui passe en arrière du pédicule pulmonaire après avoir longé sa face latérale et donné sous l'artère subclavière droite le nerf récurrent qui va innerver les muscles du larynx. Le nerf phrénique droit, lui, longe le bord droit du cœur, le tronc veineux brachiocéphalique droit, la veine cave supérieure, l'atrium droit, et va ensuite, nous le verrons tout à l'heure, se ramifier au niveau du diaphragme. De l'autre côté, nous avons aussi un nerf vague qui passe en arrière du pédicule pulmonaire, mais qui va donner sous l'arc aortique le nerf récurrent laryngé, remontant comme le nerf du côté droit dans l'interstice entre la trachée et l'ésophage. Il y a donc une asymétrie de naissance entre ces deux nerfs récurrents laryngés. Vous voyez que le gauche naît dans le thorax à peu près à hauteur de T4, alors que le nerf récurrent droit naît plus haut, en regard de T2, sous l'artère subclavière droite. Et ces deux nerfs de chaque côté se croisent en X allongé. Si l'on regarde maintenant la coupe en T4, on retrouve le nerf vague ici, sur la face latérale de l'arc aortique, qui va donner le nerf récurrent laryngé, ou le nerf récurrent, sous l'arc aortique, pour aller rejoindre cet espace entre trachée et ésophage. On n'observe pas de nerf récurrent du côté droit, car il n'est plus haut à ce niveau. Sur la face latérale droite de la trachée, en arrière de la veine cave inférieure, aux alentours de la crosse de la veine azygos, il existe une petite logette qu'on appelle la loge de Barretti, dans laquelle peuvent se trouver des ganglions pathologiques. Il existe aussi un groupe ganglionnaire au niveau de la bifurcation trachéale que l'on voit ici, que l'on voit très bien sur le scanner. On peut mentionner dans les rapports latéral gauche la crosse du conduit thoracique qui vient se jeter dans le confluent jugulo-sous-clavier. Enfin, cette coupe sagittale nous permet de revoir certains éléments du larynx avec le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde ici avec sa lame et son arc antérieur, puis les anneaux trachéaux, l'isthme thyroïdien situé en avant des premiers anneaux trachéaux, l'ésophage en arrière. Il faut remarquer que nous avons noté les anneaux trachéaux sur leur partie antérieure. Comme ils sont incomplets, eh bien, on ne les représente pas sur la face postérieure de la trachée. Enfin, en avant de la trachée, qui, vous le voyez, est bien oblique vers le bas et l'arrière, comme nous l'avons décrit sur la planche précédente, eh bien, est en arrière du manubrium sternal et du tronc veineux brachiocéphalique gauche, qui est donc sectionné sur cette vue antérieure ici. Les bronches et les bronchioles. La trachée se divise habituellement au regard de la vertèbre T5 en une bronche principale droite et une bronche principale gauche. Il y a un angle de 70 degrés entre les deux bronches principales. La bronche principale droite est concave vers le dedans, alors que la bronche principale gauche a, comme vous le voyez, une forme en S italique, avec une première courbure qui correspond à la présence de l'arc aortique. La deuxième courbure épouse la convexité du cœur.
Chaque bronche principale présente un segment extrapulmonaire et un segment intrapulmonaire. Les bronches principales ont la même configuration que la trachée, à savoir des anneaux cartilagineux incomplets. La mobilité de la trachée et des grosses bronches varie avec la respiration. Ces bronches principales vont ensuite se diviser en bronches lobaires, c'est-à-dire une division de deuxième génération, et il existe un lobe supérieur, un lobe moyen et un lobe inférieur à droite. À gauche, un lobe supérieur et un lobe moyen. Les bronches lobaires vont ensuite se diviser en bronches segmentaires, c'est-à-dire une division de troisième génération, et on sait qu'il existe de chaque côté 10 segments pulmonaires. Les bronches segmentaires vont ensuite se diviser en bronches sous-segmentaires, il s'agit donc d'une division de quatrième génération, et ainsi de suite jusqu'à l'alvéole, et l'on sait qu'il existe 27 divisions ou générations chez l'homme. Les bronches segmentaires sont numérotées de 1 à 10. À partir de la 8e génération, les bronches perdent leur cartilage et prennent le nom de bronchioles. À partir de la 20e génération, apparaissent des alvéoles dans la paroi des bronchioles. Celles-ci deviennent donc des bronchioles respiratoires. On parle de canaux alvéolaires lorsque la paroi n'est plus constituée que d'alvéoles. Il existe environ 300 millions d'alvéoles couvrant une surface de 30 mètres carrés pendant l'expiration et de 100 mètres carrés pendant une inspiration profonde. L'unité respiratoire centrée par une bronchiole respiratoire est ce qu'on appelle un lobule pulmonaire. On voit que une branche de division de l'artère pulmonaire accompagne la bronchiole respiratoire jusqu'aux alvéoles, le siège de l'hématose, puis le sang oxygéné va revenir par la périphérie, par les veines périlobulaires qui vont confluer les unes avec les autres pour finalement aboutir aux veines pulmonaires. Nous allons maintenant décrire les poumons. Les poumons sont les organes principaux de l'appareil respiratoire car ils sont le siège des échanges gazeux avec la petite circulation. Ils sont donc situés dans la cage thoracique, au-dessus du diaphragme, et ils ont la forme de demi-cône avec une base diaphragmatique. Les deux poumons sont séparés l'un de l'autre par le médiastin et la masse cardiaque. On décrit à chaque poumon trois faces, une face latérale ou costale, une face médiastinale qui regarde le médiastin. C'est dans cette face médiastinale que se trouve le hile rénal. Une face diaphragmatique qui repose sur le diaphragme et un sommet qui va s'insinuer à la base du cou et qui dépasse notamment le bord supérieur de la première côte avant de se prolonger dans le creux supraclaviculaire. Chaque poumon est entouré par la plèvre, que l'on voit ici sur cette dissection préliminaire. La plèvre forme une membrane séreuse constituée d'un feuillet viscéral, c'est celui qui est accolé sur le poumon, sur cette vue de gauche, alors que sur cette dissection, la plèvre pariétale a été préservée, et en regardant à plus fort grossissement, on voit que la plèvre forme une sorte de sac qui entoure le poumon. Le poumon droit fait en moyenne 700 grammes, le poumon gauche 600 grammes. La capacité moyenne est de 5 litres après une expiration forcée. Chaque poumon se divise en lobes, limités par des scissures. Il existe une scissure dans le poumon gauche qui va séparer un lobe supérieur d'un lobe inférieur. Au niveau du poumon droit, il existe une scissure horizontale et une scissure oblique qui vont donc délimiter un lobe supérieur, un lobe moyen et un lobe inférieur. Les deux bronches principales qui pénètrent dans le poumon vont se diviser progressivement pour alimenter le lobe supérieur, le lobe moyen, le lobe inférieur du côté droit et le lobe supérieur et le lobe inférieur du côté gauche.
La division progressive de ces bronches va ensuite délimiter des segments numérotés de 1 à 10 de chaque côté. La division se poursuit, aboutissant à des sous-segments, jusqu'à une division qui est à peu près constante dans l'espèce humaine. En effet, chaque lobe, chaque segment, sous-segment, a un volume et une situation précise et invariable. Nous allons maintenant décrire un peu plus en détail la face médiastinale de chaque poumon et les scissures. Pour cela, nous allons reprendre ces deux schémas de vue latérale du poumon droit et du poumon gauche. Et pour décrire la face médiastinale, nous avons mis en regard une vue latérale droite du médiastin et une vue latérale gauche. On peut imaginer que le poumon a été prélevé en bloc et donc séparé du médiastin, ouvert comme un livre, avec d'un côté la face médiastinale du poumon droit et de l'autre une vue latérale de la partie droite du médiastin. La grande scissure ou scissure oblique du poumon droit forme un plan à surface hélicoïdale, oblique en bas et en avant, dont le sommet, nous le verrons tout à l'heure, répond en arrière à la 5e côte, qu'elle suit jusqu'à la 6e jonction chondrocostale du côté droit. La petite scissure est presque horizontale, elle est souvent incomplète. Elle part de la partie moyenne de la grande scissure et va jusqu'au bord antérieur du poumon, au niveau du 4e cartilage costal droit. À l'union des deux scissures se trouve le carrefour interlobaire. La scissure du poumon gauche, ou scissure oblique, atteint le bord postérieur du poumon en un point un peu plus élevé qu'à droite, à 3 cm au-dessus. Elle est en regard du bord inférieur de l'arc postérieur de la 3e côte. Le plan scissural est oblique de haut en bas et d'arrière en avant. Il croise le 5e espace intercostal au niveau de la ligne axillaire moyenne et se termine au niveau de la 6e jonction chondrocostale gauche. Sur la face médiastinale de chaque poumon se trouvent des empreintes marquées par les éléments vasculaires du médiastin. On reconnaît en avant l'empreinte cardiaque, puis l'empreinte marquée par la veine cave supérieure, qui reçoit la veine azygos. On va donc avoir une gouttière formée par la grande veine azygos. Celle-ci passe en arrière et au-dessus du pédicule pulmonaire. Le pédicule pulmonaire est constitué d'une bronche principale, qui a été sectionnée ici, d'une artère pulmonaire et de veines pulmonaires, qui sont représentées sur la même couleur que sur ce schéma. Ce qui est représenté en vert ici est la ligne de réflexion de la plèvre viscérale recouvrant le poumon et la plèvre pariétale qui est adhérente à la paroi profonde. Cette ligne de réflexion se poursuit vers le bas pour former le ligament pulmonaire. Elle délimite donc la zone du hile qui est non recouverte de plèvre. Du côté gauche, nous allons retrouver de la même manière les éléments du pédicule pulmonaire et la principale empreinte est marquée par l'aorte thoracique descendante qui vient former une gouttière en arrière du pédicule pulmonaire. L'artère sous-clavière ou subclavière gauche forme un début d'empreinte sur cette face médiastinale. Nous allons maintenant pouvoir décrire la segmentation pulmonaire qui correspond à la division de 3e génération du système bronchique. Chaque bronche lobaire va se diviser en bronches segmentaires, définissant ainsi des segments. Il existe 10 segments de chaque côté. Ces segments sont donc numérotés de 1 à 10, ou bien nommés en fonction de leur position. Par exemple, le lobe supérieur est constitué de 3 segments, l'un supérieur ou apical, un deuxième postérieur ou dorsal et un troisième ventral. Sur cette vue médiale, on retrouve ces 3 segments. Il existe dans le poumon droit un lobe moyen constitué de 2 segments, 4 et 5, le 4 étant plutôt latéral et le 5 médial. C'est ce que l'on voit sur cette vue de face avec le segment 4 et le segment 5. Le lobe inférieur est constitué de 5 segments. Le segment 6 ou segment de Nelson est le plus haut situé. On décrit ensuite, et on le voit mieux sur cette vue médiale, un segment dit paracardiaque, numéro 7,
ventrobasal, c'est-à-dire vers l'avant et à la base, latérobasal et terminobasal. Du côté gauche, on a le même nombre de segments, cependant les segments 4 et 5 font partie du lobe supérieur. À noter que le segment 4 est au-dessus du segment 5, alors que du côté droit, le segment 4 est plus latéral. Par définition, on appelle culmen l'association des segments 1, 2, 3 et l'ingula les segments 4 et 5. Concernant le lobe inférieur, on a à peu près la même disposition que du côté droit. Sur cette planche, nous allons apercevoir deux vues éclatées des poumons droit et gauche. En dessous de ces schémas, nous allons pouvoir observer des vues correspondantes prises lors de dissections anatomiques. Le poumon droit est constitué d'un lobe supérieur, d'un lobe moyen et d'un lobe inférieur. Ces trois lobes sont séparés par deux scissures, une scissure horizontale et une scissure oblique. La scissure oblique séparant successivement le lobe inférieur et le lobe supérieur, puis le lobe inférieur et le lobe moyen. La scissure horizontale sépare le lobe supérieur du lobe moyen. Les deux scissures se rejoignent pour former le carrefour interlobulaire qui est ici montré par la flèche à la jonction entre la scissure oblique et la scissure horizontale. Pour le poumon gauche, il n'existe qu'une scissure oblique qui va séparer un lobe supérieur d'un lobe inférieur. Le tronc pulmonaire. Le tronc pulmonaire apporte le sang au poumon et représente donc le premier élément de la petite circulation ou circulation pulmonaire. Pour l'étudier, nous allons reprendre ce schéma du médiastin et cette vue supérieure du cœur après section de l'aorte et du tronc pulmonaire. Alors, le tronc pulmonaire est une volumineuse artère d'environ 5 cm de long et 3 cm de diamètre. Elle naît du ventricule droit, en avant de l'aorte ascendante, les deux vaisseaux s'enroulant l'un sur l'autre du fait d'une origine embryologique commune. À son origine, le tronc pulmonaire est entouré par les deux auricules, le droit et le gauche. Le tronc se dirige vers le haut, la gauche et l'arrière, et décrit donc un demi-tour de spire contre la face antérieure, puis la face latérale, gauche de l'aorte. Le tronc se divise sous l'arc aortique en ses deux artères terminales, l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Le tronc pulmonaire est entouré d'une gaine péricardique commune avec l'aorte ascendante, dont on voit la ligne de réflexion, ici marquée par ce trait. Sous cette gaine péricardique, le tronc pulmonaire est en rapport avec l'artère du cône artériel, branche de l'artère coronaire droite, nous représentée ici, des branches du plexus cardiaque, les artères coronaires, notamment l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche, beaucoup plus courtes, qui entourent l'origine du tronc pulmonaire. Un peu plus en arrière, c'est l'oreillette gauche ou l'atrium gauche. En avant, en arrière du sternum, se trouve le thymus. La bifurcation du tronc pulmonaire se fait en dessous et à gauche de la bifurcation trachéale ou carène représentée sur ce schéma du bas. On voit que cette bifurcation se fait en avant et en dessous de la bronche principale gauche et en avant et à gauche de l'arc aortique auquel le tronc pulmonaire est relié par le ligament artériel, ici représenté en vert. L'artère pulmonaire droite est un peu plus grosse que la gauche. Les deux artères pulmonaires, droite et gauche, se dirigent vers le hile du poumon et chaque artère pulmonaire va donner plusieurs branches qui vont se ramifier de la même manière que les bronches. Alors l'artère pulmonaire droite fait environ 5 cm de long. Elle a un trajet horizontal vers la droite. On voit qu'elle croise successivement la portion ascendante de l'aorte, puis la veine cave supérieure. Sur ce schéma, on voit aussi qu'elle passe en avant de la bronche
de la bronche intermédiaire ou de la bronche principale droite, qu'elle va croiser sous la naissance de la bronche lobaire supérieure droite. Elle passe ensuite sous l'arc de la veine azygos avant de rejoindre le hile pulmonaire. En dessous de l'artère pulmonaire droite se trouve l'atrium droit. Enfin, on voit qu'elle suit la face antérolatérale de la bronche lobaire inférieure. L'artère pulmonaire gauche est plus courte, elle fait environ 3 cm de longueur, elle a un trajet oblique vers le haut, l'arrière et la gauche, et suit la direction du tronc pulmonaire. Elle monte donc plus haut que l'artère pulmonaire droite. Par conséquent, nous allons voir tout à l'heure qu'une coupe scanner qui étudie le tronc pulmonaire et ses branches va d'abord passer par l'artère pulmonaire gauche avant de passer par l'artère pulmonaire droite. C'est ce que nous voyons ici sur ce scanner avec des coupes successives allant du haut vers le bas. On reconnaît ici le tronc de l'artère pulmonaire qui donne l'artère pulmonaire gauche. Et plus on descend, plus l'on voit que cette artère pulmonaire gauche disparaît et on voit alors l'artère pulmonaire droite apparaître, celle-ci étant pratiquement horizontale, donc coupée tangentiellement, on peut la suivre sur pratiquement toute sa longueur. Alors l'artère pulmonaire gauche croise la bronche principale gauche en arrière de l'origine de la bronche lobaire supérieure gauche, et elle va passer en arrière de cette bronche lobaire supérieure gauche pour rejoindre la face antérolatérale, puis postérieure de la bronche lobaire inférieure. On rappelle que l'artère pulmonaire gauche et le tronc forment le deuxième arc de la silhouette médiastinale. On voit ici une reconstruction tridimensionnelle à partir d'un scanner montrant l'enroulement du tronc pulmonaire sur l'aorte ascendante. Rappelons en effet que l'orifice aortique est en arrière et à droite de l'origine du tronc pulmonaire. Enfin, sur ce scanner qui a été demandé pour rechercher une embolie pulmonaire, si nous regardons à plus fort grossissement, eh bien, vous verrez qu'il existe un thrombus ici, une opacité, à l'intérieur de l'artère pulmonaire gauche, peut-être ici aussi à l'extrémité de l'artère pulmonaire droite. Il s'agit donc d'un caillot sanguin à l'origine d'une embolie pulmonaire. Il s'agit d'une pathologie grave dont le pronostic dépend de l'étendue de l'obstruction artérielle. Alors, le tronc pulmonaire véhicule du sang riche en gaz carbonique et peu oxygéné. La pression dans le tronc pulmonaire est inférieure à la pression aortique pour un débit identique. Chez le fœtus, la majorité du sang du tronc pulmonaire est déviée par le canal artériel vers l'aorte. À la naissance, ce canal se ferme et devient le ligament artériel. On peut explorer l'artère pulmonaire avec différents examens. Sur une radiographie de thorax, le tronc pulmonaire représente le deuxième arc du bord gauche du cœur. Une échographie transésophagienne permet de visualiser le tronc-porte et sa bifurcation. Les autres examens réalisés en pratique courante et quelques exemples de maladies des artères pulmonaires sont ici décrites. Pour la PACES, je demande aux étudiants d'être capables de reconnaître l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche sur un scanner. Cette planche nous rappelle que l'arbre bronchique et les poumons ont une vascularisation qui leur est propre et qui provient des artères bronchiques. Il existe 1 à 4 artères bronchiques qui naissent de l'aorte descendante à hauteur des 5e et 6e vertèbres thoraciques, soit isolément associées à une artère intercostale, et on parle alors de tronc broncho-intercostal. Nous avons ici une vue postérieure du médiastin et, pour rappel, une vue antérieure avec la masse cardiaque et sans la masse cardiaque. Ces schémas sont destinés à vous rappeler que l'aorte thoracique descendante
passe en arrière du pédicule pulmonaire, puis en arrière de l'ésophage, et on la retrouve donc ici sur cette vue postérieure, croisant la face postérieure de l'ésophage. Le retour veineux se fait par les veines pulmonaires, et l'importance de la connaissance de cette vascularisation est majeure dans la transplantation pulmonaire, car ces artères vont bien évidemment être anastomosées au vaisseau du receveur. D'autre part, ce sont ces artères qui sont à l'origine des hémoptysies ou crachats sanglants. Nous allons maintenant voir l'anatomie de la plèvre. La plèvre est une séreuse qui tapisse le poumon et les parois internes du thorax et du médiastin. On peut ainsi l'observer sur cette dissection avec la plèvre viscérale qui est ici appliquée sur le poumon et qui lui donne cet aspect luisant, et sur la même dissection mais à un temps plus précoce, montrant la plèvre pariétale qui a été décollée de la face interne de la paroi du thorax, ici sectionnée, et on reconnaît d'ailleurs les côtes et les muscles intercostaux qui relient les côtes entre elles. On voit sur cette dissection qu'il existe un espace virtuel entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale, les deux plèvres étant en continuité l'une sur l'autre, au niveau du hile pulmonaire comme nous allons le décrire tout de suite, et formant ainsi comme une sorte de sac apposé sur le poumon. Ces deux plèvres créent un espace virtuel puisque on voit bien que les deux feuillets sont accolés l'un sur l'autre. Il règne entre ces deux feuillets une pression négative avec la constitution d'un espace de glissement permettant au poumon de s'expandre au moment de l'inspiration. Ces différents dessins vont nous permettre de comprendre l'anatomie de la plèvre. Nous avons sur ce schéma central une coupe frontale passant par le hile et les deux poumons de chaque côté. Sur la gauche, 3 coupes à connaître sur lesquelles j'ai mis en surimpression la plèvre. Ici, un schéma montrant le poumon séparé du médiastin. Enfin, une image de dissection et une coupe histologique. La plèvre viscérale tapisse le poumon et va donc s'insinuer dans les scissures. La plèvre pariétale, elle, va tapisser la face interne de la paroi thoracique, la paroi diaphragmatique et la paroi médiastinale. On voit sur ce schéma que la plèvre pariétale se poursuit avec la plèvre viscérale autour du hile du poumon, qui est donc cette zone contenant les structures broncho-vasculaires par lesquelles le poumon communique avec le médiastin. Cette ligne de réflexion fait le tour du hile pulmonaire et se poursuit vers le bas et l'arrière, formant ainsi ce que l'on nomme le ligament pulmonaire. Alors, sur ces deux schémas, on imagine qu'il y a eu une coupe passant par le hile du poumon, et on a donc l'image miroir de cette ligne de réflexion se poursuivant en bas par le ligament pulmonaire. À l'intérieur de la ligne circonscrite par les pointillés se trouvent les éléments du pédicule pulmonaire, la branche principale, l'artère pulmonaire, les veines pulmonaires, et toute cette zone ici est donc dépourvue de plèvre. La cavité pleurale, que je montre ici avec une flèche, est donc l'espace compris entre les plèvres viscérales et pariétales. Ces deux plèvres glissent l'une sur l'autre lors de chaque cycle d'inspiration-expiration. Et on voit donc bien que le poumon est libre dans la cavité thoracique, sauf au niveau du hile et du ligament triangulaire qui le relie au médiastin. On voit que la plèvre pariétale s'écarte de la plèvre viscérale à certains endroits pour former des cul-de-sac. On en a un ici, un autre ici. Ces cul-de-sac, ou récessus, sont des espaces où vient se loger le poumon lorsqu'il s'expand pendant une inspiration. Alors par exemple, ce cul-de-sac ou récessus pleural costo-diaphragmatique est important d'un point de vue pathologique car c'est le point le plus déclive de la cavité pleurale
Et c'est donc un siège d'accumulation de liquide, comme par exemple lors d'une pleurésie. On note aussi que ces cul-de-sac pleuraux sont en rapport avec les côtes et par l'intermédiaire du diaphragme, qui forme ici ces deux coupoles, en contact donc avec la cavité abdominale, en rapport plutôt avec la cavité abdominale. Ces récessus costodiaphragmatiques sont donc ainsi en rapport avec les reins, comme nous pourrons le voir dans le cours sur l'appareil urogénital. Alors, comme nous l'avons dit, la cavité pleurale est un espace virtuel car la pression qui y règne est négative. Pour des raisons pédagogiques, nous avons ici représenté la plèvre viscérale éloignée d'un certain espace par la plèvre pariétale. Mais comme vous pouvez vous en souvenir sur l'image de dissection que nous venons de voir, ces deux feuillets sont accolés l'un sur l'autre, sauf bien sûr à l'endroit où la plèvre viscérale s'insinue dans les scissures, ou bien lorsque la plèvre pariétale s'en éloigne pour former ces fameux récessus. On peut encore illustrer ces rapports entre les deux plèvres en étudiant ces trois coupes anatomiques fondamentales, en passant par T4, c'est-à-dire au-dessus de la bifurcation trachéale. Eh bien, on voit que à ce niveau-là, la plèvre pariétale et la plèvre viscérale sont séparées sur tout le dessin de la cavité pleurale. En faisant une coupe passant par le pédicule, eh bien, on va passer par le hile, c'est-à-dire au niveau de la ligne de réflexion, et on peut ainsi constater la plèvre viscérale se poursuivant ici par la plèvre pariétale médiastinale, et vous voyez bien qu'à ce niveau-là, à l'endroit où se trouve le hile, eh bien, le poumon n'est pas recouvert de plèvre. La plèvre s'interrompt à ce niveau-là. Cet espace ici, dénué de plèvre, se poursuit vers le bas, comme on l'a vu sur ce schéma. C'est pour ça que lorsque l'on fait cette coupe passant par T8, c'est-à-dire passant par le cœur, eh bien, on a la poursuite de cet espace vers le bas pour former le ligament pulmonaire. On voit ici sur cette coupe histologique, passant à la périphérie du poumon, la cavité pleurale que l'on imagine ici, la plèvre et les alvéoles pulmonaires. Il existe des cellules qu'on nomme les cellules mésothéliales constituant la plèvre et il s'agit d'une couche monocellulaire jouant un rôle de glissement entre le poumon et la paroi thoracique. Ces cellules mésothéliales jouent aussi un rôle anti-infectieux, anti-inflammatoire et antitumoral. On estime que les cellules mésothéliales produisent entre 5 et 20 cc par jour de liquide pleural, qui est en quelque sorte comme de l'huile, permettant le glissement des feuillets pleuraux l'un sur l'autre. Alors on imagine qu'on a le feuillet bien sûr viscéral ici, le feuillet pariétal a été enlevé, n'est pas présent sur cette photo. Ce liquide va être résorbé par les lymphatiques pleuraux. En cas de déséquilibre entre la sécrétion du liquide pleural et la réabsorption, eh bien, peut s'accumuler une quantité anormale de liquide à l'intérieur de la cavité pleurale, c'est ce qu'on appelle une pleurésie. La plèvre pariétale est innervée par des nerfs provenant des nerfs intercostaux qui longent le bord inférieur de chaque côte. Il s'agit donc d'une sensibilité somatique. La plèvre pariétale médiastinale et diaphragmatique est innervée par des fibres sensitives du nerf phrénique. Ceci explique que toute irritation de la plèvre à ce niveau ou du nerf phrénique entraîne des symptômes à type de point de côté ou de douleur sur le trajet du nerf phrénique allant de la base du cou jusqu'à l'abdomen. La plèvre viscérale est-elle innervée par des nerfs du plexus pulmonaire? Regardons maintenant plus en détail cette dissection. On peut voir que les côtes ont été sectionnées de chaque côté. On reconnaît les muscles intercostaux, qui sont des muscles inspirateurs accessoires, la coupole diaphragmatique, la masse cardiaque. On reconnaît d'ailleurs ici un nerf phrénique qui va passer en arrière de l'apex du cœur. Les poumons sont ici, du fait de l'ouverture du grille costal, ratatinés sur eux-mêmes, et
on reconnaît ici le poumon droit et la cavité pleurale qui l'entoure. Nous avons donc ici de la plèvre pariétale et de la plèvre viscérale. Cette planche va nous permettre de préciser l'anatomie topographique de la plèvre et du poumon. Nous avons ici un schéma fondamental osseux à connaître qui est celui du squelette du tronc en vue antérieure et sur la droite une vue postérieure. La topographie pulmonaire varie d'un sujet à l'autre et aussi au cours de la respiration. On décrit l'apex pulmonaire qui est le point culminant. Il dépasse l'ouverture supérieure du thorax qui est représentée par un plan oblique passant par la première côte, regardant en haut et en avant. Sur ces deux schémas sont représentés en vert la projection de la plèvre viscérale et donc du poumon, et en bleu clair la plèvre pariétale. Nous avons vu que chaque poumon a à peu près la forme d'une pyramide avec notamment un bord antérieur. Pour le poumon droit, le bord antérieur part donc du sommet ou de l'apex. Il va croiser l'articulation sternoclaviculaire, représentée ici en jaune par son cartilage, et elle descend ensuite verticalement en dedans des articulations chondro-sternales. On voit qu'à ce niveau, le bord antérieur du poumon droit est très proche du bord antérieur du poumon gauche, et ce bord antérieur va se terminer en regard du bord interne du 6e cartilage costal. Il se poursuit ensuite avec le bord inférieur du poumon. On voit que donc ce bord inférieur se projette dans le 6e espace intercostal. La différence entre le bord antérieur du poumon droit et du poumon gauche est que le poumon gauche a une échancrure cardiaque beaucoup plus marquée que le poumon droit. Le bord inférieur du poumon droit croise donc le 6e espace intercostal sur la ligne mammillaire. On estime que le mamelon se projette en général en regard du 4e espace intercostal. Et ce bord inférieur du poumon droit va ensuite croiser le 7e espace intercostal sur la ligne axillaire, le 9e espace intercostal sur la ligne scapulaire et, comme on le voit sur cette vue postérieure, atteint le rachis à l'extrémité postérieure de la 11e côte. On peut aussi représenter sur ce schéma la projection des scissures pulmonaires. La grande scissure ou scissure oblique est un plan à surface hélicoïdale dont on a dit qu'il répondait en arrière à la 5e côte, donc nous sommes ici du côté droit, et se poursuit jusqu'à la 6e jonction chondro-costale. On peut donc ici suivre cette grande scissure sur cette vue antérieure et sur cette vue postérieure du côté droit. La petite scissure est-elle presque horizontale? Elle est souvent incomplète. Nous avons dit précédemment qu'elle allait jusqu'au bord antérieur du poumon, au niveau du 4e cartilage costal droit. La scissure oblique du poumon gauche n'est, elle, un peu plus haut, à 3 cm au-dessus de la scissure correspondante du poumon droit. Elle croise le 5e espace intercostal et se termine en regard de la 6e jonction chondro-costale gauche. Nous la suivons donc ici, et ici sur cette vue postérieure. La plèvre pariétale suit à peu près les contours de la plèvre viscérale, sauf au niveau du cul-de-sac. Nous avons parlé d'un cul-de-sac costo-diaphragmatique, qui est postérieur et latéral. Il s'agit d'un espace d'expansion pour le poumon lorsque celui-ci fait un mouvement d'inspiration. Nous voyons que ce cul-de-sac commence en regard du disque T12L1. Ici, on a représenté simplement la vertèbre T12 avec la 12e côte. Il est
horizontale. On dit qu'en moyenne, il croise la 12e côte à environ 6 cm de la ligne médiane. Et il croise la 11e côte à 11 cm de la ligne médiane. Il s'agit de valeurs moyennes, en sachant que la 12e côte peut être très variable, voire inconstante. Nous verrons dans le cours sur l'appareil urinaire que le bord inférieur du poumon est toujours au-dessus du rein, mais le cul-de-sac pleural costodiaphragmatique croise la face postérieure du rein. Il est essentiel de connaître le schéma de construction du squelette du thorax afin de pouvoir s'entraîner à placer les différents viscères du tronc. C'est vrai aussi bien pour la projection des orifices cardiaques que de la plèvre, du diaphragme et des viscères abdominaux. Pour représenter ce schéma, on commence par dessiner une colonne vertébrale, verticale, avec les différentes vertèbres, et on va mettre en évidence la syphose dorsale et la lordose lombaire en changeant l'orientation des disques intervertébraux. Vous voyez que ceux-ci sont convexes vers le bas jusqu'à T5, puis convexes vers le haut. On a un changement d'orientation au niveau de L3, de manière à marquer ces effets de courbure du rachis. On représente ensuite le manubrium sternal avec son bord supérieur qui est généralement en regard du disque vertébral entre T2 et T3. Le corps du sternum commence en général entre T4 et T5 et le processus xiphoïde se projette généralement en regard de T10. On voit que le corps du manubrium s'élargit progressivement vers le bas. On représente ensuite par une sorte d'arc de cercle le contour du thorax. La première côte peut être représentée, elle est très épaisse, plate, et va s'articuler sur les faces latérales du manubrium sternal. On peut représenter ensuite une ligne virtuelle sur laquelle on dessinera les jonctions chondrosternales, puis on va représenter la direction des cartilages costaux. Celui de la troisième côte est en général horizontal. Celui de la deuxième côte est un petit peu oblique vers le haut et latéralement et va se terminer à la jonction entre le manubrium et le corps du sternum. Puis, progressivement, cette direction va devenir de plus en plus oblique vers le bas et latéralement. Celui de la sixième côte va se terminer sur le point le plus large du corps du sternum. Comme on le voit sur ce schéma, les 7e, 8e, 9e et 10e côtes vont s'articuler avec la partie du sternum qui se poursuit avec le processus xiphoïde. En moyenne, le rebord costal est dessiné en projection en regard du disque L2, L3. Ceci est très variable et chez les personnes âgées, il n'est pas rare de voir un tassement vertébral et par conséquent un rapprochement du rebord costal de la crête iliaque. Sur la colonne vertébrale, on peut ensuite représenter les processus transverses. Ceux de L3 sont horizontaux et ceux de L1, L2 sont dirigés vers le bas, alors que ceux de L4, L5 sont dirigés vers le haut, de manière à donner cet effet de perspective correspondant à la lordose lombaire. On dessine généralement la 11e et la 12e côte, avec un axe d'environ 45 degrés avec le rachis, et se terminant en regard de la partie inférieure du rebord costal. Ce schéma sera utilisé à plusieurs reprises pour décrire la position des orifices cardiaques et des points d'auscultation cardiaque. On peut aussi représenter la projection de la coupole diaphragmatique et en bleu, sur ce schéma, la projection de la plèvre pariétale.